Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat? Grosse galère, on a justement le Wi-Fi qui a tout pété chez Pilotine. C'était super. Le timing était parfait. Le timing est parfait. Tout allait très bien depuis 1 an. Et puis là, panne de Wi-Fi. Wi-Fi ne veut pas ce webinaire. Non. Alors du coup, je me reconnecte aussi et on va être pas trop mal. Tac. Parfait. Allez, vendu. Bon, eh ben, on va la refaire. Hein. Ici Julien Doromo de l'agence Pilotine. Je suis accompagné par Estelle. Salut Estelle, ça va? Yes. Ouais, très bien. Et ben du coup, on va être plus rapide parce qu'on a déjà un peu pris sur le temps convenu. Donc, on va vous parler aujourd'hui de design thinking. Estelle, je te laisse partager. Ta super presse. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, à vous présenter. Est-ce que vous êtes designer? Est-ce que vous êtes dans le web marketing? Tous ces éléments-là. Et si vous avez la moindre question en lien avec le webinaire, et ben moi, je vais m'occuper de gérer un petit peu ces questions-là. Je pourrais poser les questions à Estelle parce que notre experte du jour, c'est Estelle. Donc, on va parler aujourd'hui de la méthodologie du design thinking chez Pilotine. Et du coup, petite présentation, je laisse Estelle, je te laisse attaquer, vas-y, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous, merci déjà d'être présent pour ce webinaire. Donc, moi, je suis donc Estelle, directrice artistique à Pilotine depuis 2 ans maintenant. Donc, direction artistique, ça veut dire, donc, je vais m'occuper de l'UX, l'UI design, création de site internet, branding, logo, et également, donc, c'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vais aussi m'occuper de l'animation, en fait, d'ateliers, de co-conception avec nos clients. Top. Et moi, du coup, pour ma part, Julien Doromo, je suis le refondateur de Pilotine, donc une agence digitale qui existe depuis bientôt 10 ans. On va fêter nos 10 ans cet été. Aujourd'hui, il y a 26 personnes et on accompagne PME, ETI en recherche d'amélioration de leur image de marque ou de leur stratégie de communication digitale, et du coup, à faire leur site internet et à les former, les faire monter en compétences sur le digital. Et au sommaire, on va voir le design thinking en vrai, c'est quoi? Enfin, c'est Estelle qui nous présentera tout ça après. Ouais. Nos ateliers de co-conception chez Pilotine, nos outils magiques et l'importance de ces ateliers pour nous et pour nos clients, et aussi que vous puissiez le mettre en place de la même manière dans votre boîte ou pour vos clients, que vous puissiez vous en inspirer. Et alors, pourquoi du design thinking chez Pilotine? On a 3 étapes. Donc, en fait, ça vient à la base. Donc, la boîte existe depuis 10 ans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait des prestations sur les premières années, on avait des quiproquos, on avait des cahiers des charges qui n'étaient pas assez fournis. Parfois, ça manquait d'informations, des clients qui venaient un petit peu tôt dans leur réflexion. Et du coup, on a eu pas mal de clients, honnêtement, au tout début, qui venaient avec un projet extrêmement technique. Et du coup, nous, on disait, OK, on fonce, on se serre la main, hop, on fait le site internet. Et puis, boum, à la fin, le site, il est en ligne. Et puis, finalement, il ne répond pas à un besoin. Finalement, il n'y a pas la cible qui est prête. Finalement, on n'a pas assez construit l'offre. Finalement, on a pas mal de choses qu'on aurait dû creuser dès le démarrage du projet. Donc, voilà, les clients pas assez mûrs qui arrivent ou trop de barrières entre le client et nous. Voilà, des clients qui, au bout d'un moment, ne nous font plus confiance. Des fois, nous, on ne fait plus confiance aux clients parce qu'ils ne nous envoient jamais les bonnes informations, on ne comprend jamais rien. Eh bien, voilà, ça, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir et que vous avez peut-être aussi dans vos boîtes au quotidien ou avec vos clients. Donc, on a mis en place derrière du design thinking chez Pilotine et donc les résultats qu'on a pu obtenir, c'était finalement des projets beaucoup plus clairs, des cahiers des charges beaucoup plus précis, plus complets, on avait tout à l'intérieur, on savait exactement où mettre les pieds, moins d'allers-retours, et ça c'est assez important. Avant, on avait des moyennes d'allers-retours qui étaient peut-être de 4, 5, 6 allers-retours sur certaines maquettes. Aujourd'hui, il y a moins d'allers-retours, les projets sont beaucoup plus fluides et on a un énorme gain de temps. Donc, en final, en termes de temps de production, on est beaucoup plus productif et on gagne énormément de temps par rapport à ce qui a été, par exemple, devisé. Donc, ce qui nous permet d'être plus rapide sur certaines tâches et donc de faire aussi baisser les coûts et d'être un peu plus attractif sur les projets de nos clients. On a des clients qui se sentent largement plus concernés et impliqués. Donc, c'est-à-dire qu'ils comprennent aussi ce qu'on est en train de faire. Donc, on comprend plus ce qu'ils font et ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Donc, ça, c'est pas mal. Et des meilleurs échanges en interne au sein de l'équipage et une relation de confluence après qui se crée entre notre équipage et les clients. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Non, tu as très bien dit les choses. Le meilleur échange en interne au sein de l'équipage, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que ça nous a vraiment permis de travailler encore plus en équipe de ce qu'on faisait déjà de base. Et en fait, ce dont on va aussi parler là pendant ce webinaire, c'est que ce sont tout le temps des ateliers en équipe. La méthodologie du design thinking, c'est un travail d'équipe. Et du coup, ça a vraiment renforcé également les liens en interne. Et voilà, c'est vraiment un gain aussi pour nous.
Ok. Et alors, quel est le bénéfice client là-dedans? Qu'est-ce qu'il a y gagné le client? Eh bien, il a y gagné pas mal parce que du coup, il y a une meilleure cohésion d'équipe. Quand on parle d'équipe, là, on parle de nous et du client parce qu'on crée vraiment une équipe. Nous, on parle depuis très longtemps chez Pilotine de co-construction, co-conception ou autre. Donc, c'était déjà vrai avant, mais depuis qu'on s'est formé en design thinking, donc il y avait déjà des formations il y a quelques années, on a fait une formation beaucoup plus poussée avec l'équipe design il y a un peu plus d'un an maintenant. Et du coup, suite à cette formation, on a vraiment matérialisé un petit peu tout ça. Alors, ce que va vous montrer Estelle aussi, c'est qu'il y a les bases du design thinking et que nous, on l'a adapté par rapport à notre business model, par rapport à nos clients, par rapport à pas mal de choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir voir un peu aussi comment on l'applique au quotidien. Mais voilà, donc des projets beaucoup plus collaboratifs et au final, plus de synergie, plus de confiance entre les équipes et des clients qui sont beaucoup plus satisfaits. Donc là, j'annonçais un taux de satisfaction de 97%, alors qu'avant, il était plutôt de 70%. Et c'est vrai, c'est encore plus vrai. On approche les 100% quand on parle de formation, parce que là, on fait monter en compétence aussi nos clients sur les sujets du digital. Mais c'est vrai que plus on est en interaction, plus on partage, plus on comprend notre client et plus le client nous comprend. Et honnêtement, mieux ça fonctionne. Et donc, du coup, plus les clients sont satisfaits et nous, les équipes sont satisfaites aussi en interne. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à chaque fois qu'on a ces ateliers-là, c'est plus satisfaisant même pour vous de bosser dessus, quoi. Complètement, on n'a que des bons retours déjà de la part de nos clients, donc ça c'est très satisfaisant. Ils sont toujours très satisfaits de ces types d'ateliers et surtout après du rendu. Et même nous, oui, en interne, c'est beaucoup plus fluide sur chacun de nos projets. On est très contents. Mais je rebondis aussi sur le bénéfice client, c'est que aussi la cohésion d'équipe, elle se fait aussi eux en interne. Parce qu'en fait, ça va être vraiment, on demande à vraiment beaucoup de collaborateurs de venir à ces ateliers. Et souvent, c'est très bénéfique pour eux en interne dans leur entreprise, parce que ça leur permet d'être avec des personnes avec qui, des fois, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler, des collègues qui ne voient pas forcément tous les jours. Du coup, c'est souvent intéressant parce qu'on crée une nouvelle cohésion d'équipe pour laquelle ils n'ont pas forcément trop l'habitude, en fait, parce qu'on va vraiment faire travailler donc l'intelligence collective. Et il y a aussi souvent, nous, le feedback qu'on a, c'est vraiment qu'ils passent en fait un agréable moment, voilà, un bon après-midi ou une bonne matinée, quoi. Yes, exact. Bon, on reverra un peu les types de profils qu'on peut retrouver à ces réunions et tout ça, mais là, je passe la main à l'experte Estelle qui va nous montrer un petit peu tout ça. Exactement. Merci, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Oui, avec grand plaisir. Du coup, là, moi, je vais partir un peu sur le côté plus théorique, en fait, design thinking. C'est parce que je trouvais ça intéressant de revenir un peu aux bases, car je ne sais pas vous, mais le design thinking, je trouve que c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup depuis, on va dire, 10-5 ans. Moi, personnellement, je l'ai entendu la première fois en études, en master, il y a à peu près, donc ça va faire 4-5 ans. Et c'est vraiment un terme, je trouve, qu'on utilise beaucoup, mais peut-être un peu trop, sans vraiment savoir ce que c'est. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était très bullshit. Avant qu'on le mette en place, pour moi, c'était du 100% bullshit. Exactement. Ça ne servait strictement à rien. Je n'entends pas depuis 10 ans, mais j'ai vraiment compris à quoi ça servait il y a quelques années, quoi. Trop bien. Mais oui, en effet, ça a justement beaucoup trop utilisé. Donc là, je trouvais ça intéressant en fait de revenir un petit peu dans l'explication. En fait, le design thinking, il faut déjà comprendre que c'est une méthode. C'est une méthode qui va servir à penser, innover, brainstormer de manière collaborative pour arriver à la résolution d'un problème commun. Ça, c'est la définition un peu de base. Mais il faut bien en fait se mettre en tête que c'est vraiment une méthodologie. Ensuite, ce que je trouvais en fait intéressant de remettre justement en tête, c'est que le design thinking, c'est vraiment un très très vieux concept. C'est quelque chose, là j'ai mis en 1980, mais en fait, il y a à peu près plein de dates, mais ça a vraiment commencé début du XXe siècle comme concept, mais on l'a vraiment matérialisé en 80. C'est Rolf Fast qui l'a vraiment théorisé. Mais en fait, je trouvais ça intéressant de se dire que c'est vraiment une très vieille méthode, mais qui a été un peu remis à la mode avec tout ce qui est agence, marketing, communication. Et en fait aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on voit la date 1980, c'est qu'on peut directement en fait se mettre aussi dans l'idée que ça vient, en fait, c'est corrélé avec aussi l'émergence d'un deuxième concept qui est l'expérience utilisateur, l'UX. En fait, au XXe siècle, pour tout ce qui est consommation, comment est-ce qu'on pouvait justement faire plus acheter? Il fallait comprendre le besoin utilisateur. Et pour ça, comment est-ce qu'on pouvait savoir? Il fallait juste tout simplement vraiment plus s'intéresser à l'humain et à son comportement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la création de l'expérience utilisateur. Et c'est là également que du coup a émergé le design thinking. Parce qu'en fait, le design thinking, finalement, c'est de la méthodologie pour mieux comprendre l'humain via plein de petites briques.
pour ensuite voilà, faire émerger le réel besoin du consommateur. Donc voilà, je trouvais ça intéressant puisque l'UX, c'est clairement un concept qu'on utilise tous les jours aussi, nous, en web design. Et en plus de ça, ça va complètement, comme l'a très bien dit Julien, avec nos valeurs, qui est vraiment l'humain, le partage. Exactement. Ensuite, donc, quelles sont les étapes fondamentales, Estelle? Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Quelles sont les étapes? Parce qu'encore une fois, c'est une méthode. Donc, qui dit méthode veut dire aussi grande étape à respecter. Encore une fois, c'est de la théorie. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée, justement, le rôle FAST de l'université de Stanford. Il a dit, design thinking, voilà comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, en fait, il y a 5 grandes étapes. Donc, il y a l'empathie, la définition, l'idéation, le prototypage et le test, qui en soi est regroupé dans 3 grandes parties: comprendre, explorer et matérialiser. Mais qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces grands noms? Qu'est-ce qui se cache, Estelle, derrière chacun de ces grands noms? Qu'est-ce qui se cache? Donc, le comprendre. L'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie en soi, donc, comme le nom l'indique, c'est vraiment essayer de comprendre le client. Donc ça va vraiment passer par de la conversation. En soi, nous, en fait, en interne à Pilotine, il y a déjà notre très cher Samy en avant-vente qui va déjà essayer de comprendre le besoin du client. Donc nous, en fait, il va déjà nous en parler, mais nous, on va essayer d'aller encore plus loin et d'essayer d'un peu challenger ce que Samy avait déjà compris. Et tirer les vers du nez. Exactement. Donc ça va vraiment passer par la conversation et savoir vraiment le but du projet. Ensuite, il va y avoir après la définition, parce que c'est bien beau tout ça, les paroles, etc. Mais après, il faut vraiment comprendre ce que nous, en fait, on peut faire. Donc là, ça va vraiment être le cadrage du projet et du problème. On est d'accord que là, tu nous montres les bases du design thinking et après, tu nous montreras comment on l'utilise, nous, au quotidien. Exactement. Okay. Ça, c'est vraiment les bases. Okay. Et ensuite, on va passer par l'exploration. Et donc ça, c'est un peu notre partie préférée, nous, en tout cas, les designers, puisque c'est là qu'on va parler de brainstorming. Ça, c'est un terme en soi que maintenant, je pense, un peu tout le monde connaît. Donc, faire émerger le plus d'idées possible. Ensuite, le prototypage, avec la création de concepts pour aller vraiment plus dans le concret. C'est là qu'on va passer par de l'arborescence, ça peut être du packaging, d'une landing page, ça peut être un logo. Le prototypage, c'est intéressant de le dire, c'est que je pense qu'il y en a énormément qui vont se faire une énorme idée du prototypage. On va penser à quelque chose de vite, très concret, de fini, mais pas du tout. Surtout dans le design thinking, l'idée, ça va être ça peut très bien être un bonhomme bâton sur une feuille faite en 2 minutes. 2 minutes, c'est même trop long, en 10 secondes. Et en soi, ça peut déjà être du prototypage. Trop bien. Donc, mes fils sont déjà design thinkers, alors. Exactement. Mais souvent, les enfants sont des meilleurs design thinkers que nous tous. Voilà. Les enfants, exactement. Faites bosser vos gamins. Parfait. C'est le message derrière ce webinaire. Et ensuite, donc, après le prototypage, on va donc après tout simplement tester. Donc, en fait, ça va être donc de la présentation de ce prototypage. On va le faire tester pour après récupérer le plus de feedback possible, avoir un retour utilisateur finalement pour voir après tout ce qui est pros and cons et ce qu'on peut améliorer. Ok, bon, ça c'est la théorie, c'est bien. Grande théorie. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, du coup, alors? Justement, nous, à Pilotine... On l'a un peu simplifié, du coup? Nous, on l'a un peu simplifié. Pourquoi on l'a simplifié? Comme l'a très bien dit, en fait, Julien, c'est que nous, après, le but du design thinking, c'est de nous l'approprier et l'approprier aussi à nos typologies de clients. Et en fait, donc, nous, on l'a simplifié en 4 grandes parties. L'alignement, la créativité, la résolution et la décision. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça va être des mots qui sont en soi un peu plus parlants par rapport, pour tout ce qui est plus commercial, c'est plus parlant, en fait, pour nos clients. Et donc, en fait, par contre, on va retrouver les grandes idées. L'alignement, c'est la conversation, savoir si on part dans la même idée de nos clients. La créativité, ça va être le brainstorming, mélanger le plus d'idées possible, et là, on ne se met pas de barrière. La résolution, c'est récupérer justement toutes ces idées et essayer de trouver ce qui est le plus pertinent. Et après, la décision, tout simplement, décision, ça va être tout ce qui va être prototypage et test, justement, parce qu'on parle de décision, mais finalement, ça va être juste le concret, finalement. Ça va être après le rendu. Bon, personnellement, moi, ce schéma me parle beaucoup plus que les étapes d'avant. Moi, c'est les étapes d'avant que j'ai toujours trouvé extrêmement bullshit. Oui. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça s'applique, tout ça. Mais là, quand on parle d'un projet de site web, on va revenir après dans le détail, je pense. Mais là, ça me paraît plus parlant. Il est très bien, ce petit. Il est pas mal, pas mal. Mais justement, en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'encore une fois, le design thinking, c'est donc une méthode qu'on va appliquer. Mais en fait, cette méthode, elle peut être applicable pour plein de contextes différents. Donc, c'est vrai qu'en fait, là, ce qu'on montrait juste avant, je trouve que, comme tu dis, ça peut être du bullshit dans le sens où on ne peut pas l'appliquer à la lettre pour chaque, justement, client et projet. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on se l'appropriait différemment.
D'ailleurs, petit retour d'expérience pour déterminer cette méthode. On a nous-mêmes fait du design thinking pour arriver Ouais, c'est à vrai. déterminer notre propre méthode de design thinking. Alors là, ça Ouais, commence à être... là, ça commence à ouais, mise en abîme, tout ouais, ça. c'est beau ça. Complètement. Ensuite, ce qui est important donc à dire, à parler, c'est les étapes clés pour réussir cette méthode. Nous, c'est un peu les règles du jeu qu'on énonce au début de chaque atelier client. C'est les règles du jeu, donc on en a 5. Donc en fait, l'idée, donc en soi, l'empathie, qui est l'étape 1, mais qui est quelque chose de très important, c'est que vu qu'on va travailler souvent avec beaucoup de groupes et avec des groupes quand même assez nombreux, c'est l'idée de comprendre chacun, de ne pas avoir de jugement. On est vraiment tous en fait au même piédestal et il n'y a pas un plus grand sachant qu'un autre. Oui. Chose importante que j'ai mis entre guillemets quand même, c'est la créativité. Sans pas de la créativité, ça veut un peu tout et rien dire dans le sens où on ne va pas demander à quelqu'un d'être un Picasso. La créativité, c'est juste plus de ne pas se brider, oser faire les choses. Ensuite, donc c'est la co-création, donc l'idée du partage. Le droit à l'erreur, ça va aussi avec l'empathie. C'est l'idée qu'il ne faut pas, avoir peur des fois de dire quelque chose. Parce qu'on a souvent des clients qui peuvent être au début un peu timides. Nous, on essaye un petit peu de leur dire, en soi, tout reste dans la pièce, vous inquiétez pas, il y a le secret, les trucs comme ça. Alors, il faut oser dire les choses. Et donc, ça va aussi avec le dernier point, de ne pas avoir peur du ridicule. Okay. Surtout, justement, quand on arrive au stade du prototypage, ne pas avoir peur de dire mon dessin va être moche. Ou voilà. Ça, donc, on voit que aussi au niveau des compétences de la personne qui va animer ce genre de réunion, il faut qu'elle ait un minimum d'empathie, un minimum de créativité et qu'elle soit vraiment dans cette démarche-là. Donc, et par exemple, dans une équipe, tout le monde ne peut pas forcément animer, donc il faut trouver la personne qui a le plus de qualité en lien avec ce qui est indiqué ici pour animer tout ça. Très bien dit, ou alors justement bien se compléter. Ouais. Autre petit retour d'expérience, je pense, quand on a, par exemple, dans une boîte, des fois, s'il y a le dirigeant qui participe à ce genre de réunion, si c'est un dirigeant assez tranché, qui laisse pas trop parler les autres et tout ça, ça va un peu en contradiction avec tout ça. Donc, à la rigueur, s'il y a dans la boîte un de ces profils-là, vaut mieux peut-être qu'il ne participe pas à ce genre de réunion et qu'il vienne après pour valider un peu ce qui est venu. Exactement. Sinon, il risque de casser justement cette co-construction, ce qui serait un petit peu dommage. Oui. Ce qui a pu arriver, vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui était un peu trop directif pendant les réunions ou pas trop, j'ai l'impression. Ça va, en vrai, là-dessus, on a eu quand même pour le moment, non, on n'a pas eu trop ce profil-là. Ouais. Par contre, il nous est déjà arrivé, oui, de proposer en fait 2 ateliers différents. En fait, les mêmes ateliers, mais avec le groupe direction et le groupe collaborateur. Oui. Voilà. Après, ça dépend de la taille de la boîte, quand il y a du monde, mais aussi en général, le maximum, c'est 7 personnes à ce genre de réunion. L'idée, au bout d'un moment, après, on a de tout. Sachant que c'est 7 personnes, nos 7 clients, mais après, on est 2 animateurs, ou même ça peut arriver d'être 3. Mais donc voilà, l'idée, c'est. Le top, c'est 2 chez nous et 5 chez le client. Exactement. Okay. Et l'idée, c'est de ne pas être seul, parce que sinon, il n'y a pas de co-création et c'est compliqué. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet un peu ping-pong et se renvoyer les balles. Sinon, il n'y a pas de brainstorming. Ok. Voilà. Et justement, là, l'idée, c'est que, encore une fois, comme je vous le disais, donc, comment est-ce que nous, on se l'est approprié, en fait, à Pilotine. Justement, là, depuis le début, on emploie le mot atelier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en soi, des ateliers, entre guillemets? C'est qu'en fait, nous, via les besoins et les problématiques que Julien a énoncées au tout début, on s'est vraiment rendu compte que pour la pertinence et aussi la cohérence en fait de nos rendus, on avait vraiment besoin d'ateliers de co-conception avec nos clients. Et en fait, donc nous, ce qu'on on fait comme expertise, c'est on va faire un peu les ateliers à la carte. Suivant ce que justement Samy va nous détecter en amont. Ouais. Voilà, Samy a détecté comme besoin, comme but pour le projet. Nous, en fait, il va nous tenir au courant et on va essayer donc de trouver des ateliers qui vont être le plus cohérent avec le but et le besoin. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'applique pas la même méthode à chaque client. On est obligé de faire un peu preuve de flexibilité. Et donc, il y en a certains, ils vont commencer, on va voir un peu les différents ateliers, mais on les module à la carte et le faire en sur-mesure, c'est un peu la clé du succès dans ce genre d'atelier. Parce que si on essaye d'appliquer la même chose à chacun de nos clients, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, c'est en lien vraiment avec leur spécificité. Exactement. Et donc, notre objectif, qu'est-ce qu'il est? Donc, c'est de co-créer ensemble pour un projet réussi et serein.
Au top. Et justement, donc ces différents ateliers, qu'est-ce qu'on a comme atelier? Là, l'idée, c'est que je vous ai énoncé un petit peu les ateliers principaux, mais encore une fois, ils vont être assez un peu sur mesure. Mais donc, on va avoir, par exemple, donc l'atelier identité de marque. Donc, l'atelier identité de marque, ça va permettre en fait de connaître les valeurs et le positionnement de nos clients. Parce qu'en fait, on va avoir donc des clients qui vont être en création de marque, ou alors même des personnes qui veulent faire une refonte totale de leur logo, de leur identité visuelle, ou même avec leur création de nouveaux sites, ils sont un peu perdus sur qu'est-ce qui fait vraiment leur valeur ajoutée. On a la raison d'être aussi à l'intérieur. Exactement, la raison d'être aussi, les personas, voilà. Donc là, c'est un peu comme un énorme scanner d'une entreprise. Donc là, c'est aussi, donc, à chaque fois, nos ateliers, c'est une demi-journée, à peu près. Et en fait, ça va être vraiment connaître et creuser dans l'identité même de l'entreprise. Ensuite, on va avoir un atelier que j'adore parce que c'est vraiment de la créativité, c'est l'atelier naming, parce qu'on a eu donc déjà quelques clients, on a vraiment une création d'entreprise, donc création d'entreprise, création aussi de nom. Donc là, c'est super parce que donc c'est essayer de guider au mieux nos clients sur le prochain nom de leur société. Donc c'est en soi énormément de pression parce que ça ferait un nom qui reste. Mais donc là, ça rejoint l'atelier identité de marque, vu que ça va être aussi essayer de creuser leurs valeurs, également aussi tout ce qui est concurrence, etc., pour essayer de leur trouver le nom. Ensuite, on a donc l'atelier UX, donc l'UX dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'expérience utilisateur. Donc là, ça va vraiment être très centré web, puisque donc c'est pour créer l'arborescence avec nos clients. Donc c'est celui qu'on fait le plus. C'est celui qu'on fait le plus. On fait presque même sur tous les sites maintenant. Maintenant, ça devient quasi systématique, parce qu'on a vraiment vu que c'était primordial et ce qui rendait le projet ultra fluide. Donc du coup, j'ai menti, celui-là on le cale à chaque fois. Quasiment, complètement. Ensuite, l'atelier SEO. Donc là, c'est pour une stratégie de référencement naturel, donc vis-à-vis aussi de eux, leur objectif. Donc ça, c'est souvent toi d'ailleurs qui l'officie. Ensuite, il y a un atelier que moi aussi j'aime beaucoup parce que très intéressant, c'est l'atelier workflow. Donc l'atelier workflow, c'est pour comprendre le fonctionnement en interne de nos clients. Parce qu'en fait, on va avoir des clients qui ont, par exemple, on a une très grande école lyonnaise de formation. Où leur fonctionnement en interne est très complexe à comprendre, comment eux est-ce qu'ils gèrent en interne, comment est-ce qu'ils gèrent leurs étudiants, etc. Donc là, on n'est même pas encore trop rentré dans le projet, qu'on essaye déjà de comprendre comment eux fonctionnent. Et en fait, c'est très primordial et ça arrive vraiment en amont d'ailleurs du projet, c'est souvent celui qu'on fait au tout début. Et là, ça nous permet vraiment de déjà très bien comprendre le client, nos clients. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un super atelier. Et ensuite, on a, par exemple, le connaître votre audience. Donc lui, en fait, je l'ai mis en dernier parce que lui, justement, c'est un peu du sur-mesure parce qu'il peut rentrer dans l'atelier identité de marque, comme il peut rentrer dans atelier naming, mais on peut le faire en soi seul. Et donc là, tout simplement, donc, c'est connaître son persona, sa cible. Et donc ça, je vous montrerai un peu plus tard, voilà, un peu comment est-ce qu'on procède. D'ailleurs, si on essaye de les mettre dans un ordre chronologique, par exemple pour la très grosse école dont tu as parlé, on travaille pour des boîtes nous, qui vont il y a de la création, donc alors on fait de la création pour des boîtes qui sont déjà à peu près une dizaine de collaborateurs qui se lancent avec pas mal de moyens, ou carrément des ETI de plusieurs milliers de personnes, Lyon, France ou autre. Souvent, on commence par l'atelier workflow. Derrière, on va être sur connaître votre audience. Après, on va avoir identité de marque. Le naming, il était un petit peu avant si on avait le naming. Derrière, on va avoir SEO et à la fin, l'atelier UX. On a certains clients qui ont déjà matérialisé tous ces éléments-là, qui sont déjà sûrs de la direction dans laquelle ils vont, qui prennent que atelier UX, parce que celui-là, il est vraiment important pour bien envisager une création, une refonte de site. Mais effectivement, le fait d'avoir cette ligne conductrice nous permet, nous, de bien connaître le projet, d'avoir tous les enjeux en tête. Et eux aussi, ils ont les mêmes enjeux. Et après, on valide d'un point de vue SEO comment ça fonctionne. Et après, on valide le site. Et après c'est du velours pour tout le monde. Et c'est pas mal. Exactement. Et je voulais juste préciser un dernier truc. Oui, c'est que tu as parlé à un moment que moi j'intervenais, toi t'intervenais, je interviens. Je crois qu'on en parle juste après, non? Mais en soi, tu peux. Non, je ne grille pas le truc. On en parlera juste après. On en parle juste après. Mais oui, donc comme l'a très bien dit Julien, ça va vraiment dépendre de comment nos clients en fait sont mûrs sur leur projet.
Parce qu'il y en a qui vont, déjà, il y en a qui vont arriver avec une toute nouvelle charte graphique, un positionnement déjà tout fait, un persona tout fait. Ou alors, on a des clients qui sont spécialistes SEO. Il y en a qui sont vraiment ultra forts. Et donc, là, on sait déjà que c'est pas trop utile. Et on sait déjà aussi, quand on va faire un atelier UX, expérience utilisateur et d'arborescence, on sait aussi quand nos clients sont à peu près mûrs de manière digitale ou non. Oui. Parce que ça aussi, c'est très important pour savoir comment est-ce qu'on aborde l'atelier. On va avoir des clients pas du tout mûrs de manière digitale. Et donc là, on va avoir vraiment aussi un discours assez pédagogique. Donc on sait qu'il va exactement, et on sait que ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Et il y en a d'autres où tout ce qui est termes, UX, arborescence, site internet, les sections qu'on va utiliser, etc., le SEO, ils sont déjà champions. Et donc là, on va vraiment plus avoir un rôle vraiment de conseiller. Mais aussi, ce qui est intéressant avec ce type de client-là, c'est qu'on va aller vraiment être très dans le détail, justement, et on va vraiment avoir quelque chose vraiment de très poussé. Donc, dans certains cas, en gros, on va juste mettre noir sur blanc. Enfin, ce design thinking va permettre de mettre noir sur blanc tout ce que les gens savent déjà. Et dans d'autres, en posant les questions, ils vont eux-mêmes faire émerger les bonnes idées qu'ils avaient en fouillant en eux. Et puis, il y a plusieurs, et du coup, tout ça va émerger. Et après, on met noir sur blanc. Exactement. Là, après, du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail de 3 ateliers, justement, des ateliers. Si vous en inspirez. Exactement. Donc, l'atelier identité de marque, parce que c'est quand même, je pense, le deuxième qu'on fait le plus. Et c'est celui qui est très intéressant. D'ailleurs, comme tu le disais, on s'est nous-mêmes prêtés au jeu, Pilotine. Voilà, c'est nous sur la photo. Là, c'est nous, là, c'est la petite team. On s'est nous-mêmes prêtés au jeu parce que ces ateliers-là aussi, on les a tous testés, aussi nous en interne pour savoir en fait ce qui était pertinent ou non, en termes aussi de timing, on a tout testé. C'était très intéressant. On a vu qu'on avait prévu 3 fois moins de temps que. Oui, voilà, exactement. On en avait besoin de plus. Exactement. On a essayé d'être des cordonniers bien chaussés. Ouais, exactement. Mais l'identité de marque, en fait, donc nos objectifs quand nos clients arrivent, déjà, c'est de les aider. En fait, nous, il faut aussi se dire que nous, on a un rôle, les 2 personnes qui vont officier l'atelier, on a vraiment aussi un rôle de facilitateur. On va essayer vraiment de les aider à formaliser des idées qu'ils ont dans leur tête, mais qui n'arrivent pas forcément à poser sur le papier. On va faire un point sur l'existant. Et aussi leur donner des bases de réflexion et des outils pour définir leur positionnement et prendre en main leur stratégie de communication. Aussi, nous, ce qui est intéressant avec l'atelier identité de marque, UX et tous les autres, c'est aussi, il faut se dire que c'est quand même aussi pas mal de travail en amont. Parce qu'il y a un travail, exactement, il y a un travail en live directement. Donc, comme je vous le disais, c'est à peu près une demi-journée. Mais en fait, aussi en amont, on fait quand même tout un travail d'audit et de benchmark. On regarde, on apprend le client, on regarde leur site internet s'ils en ont un, on regarde déjà un peu leur concurrence. Et en fait, déjà, quand on arrive dans l'atelier, on a déjà un rendu, on a déjà quelque chose à leur présenter. Donc, un audit et un benchmark, très souvent. Ça, c'est assez important parce que s'il n'y a pas de préparation en amont, souvent, on se regarde dans le blanc des yeux. Alors certes, on va faire des super icebreakers. On parle des icebreakers? Non, c'est vrai. On va parler des icebreakers. Ouais. On fait un super icebreaker en disant voilà, quelle est votre couleur préférée et le dernier truc que vous avez mangé ou j'en sais rien. La fleur et le caillou. La fleur et le caillou, qui est pas mal. Mais après, on va se regarder un peu dans le blanc des yeux et on peut avoir des fois un client qui dit en mode mais ça, c'était assez facile, c'est marqué sur notre site ou un truc dans le genre. Donc pour pas être dans ce genre d'échange et être vraiment dans quelque chose de très constructif, on prend en amont toutes les informations sur le client et on vient vraiment pour combler justement les trous qu'on a pu voir. Pas juste qu'ils nous racontent une énième fois ce qu'ils font dans la vie et tout ça, parce que ça, on est censé déjà le savoir en amont. Donc effectivement, la préparation, c'est assez primordial pour que ce genre d'atelier soit efficace. Exactement, tout à fait. Et ensuite, donc en livrable, parce que donc on a ce qu'on fait en amont, ce qu'on fait en live, et ensuite à la fin de ces ateliers, on leur promet toujours donc un rendu. Ouais, on montrera d'ailleurs une restite. Et donc pour les ateliers d'identité de marque, nous en fait après ce qu'on donne à nos clients, et en fait aussi ce qui est intéressant, c'est que ils savent en fait avec les ateliers qu'on ne le sort pas de notre chapeau, ces livrables-là. Parce qu'en fait, ils ont participé, on l'a co-créé. Et donc en fait, quand ils voient une restite, ils se disent c'est aussi le fruit de mon travail à moi. Et en vrai, en plus, ça valorise comme ça en plus le travail aussi de chacun des collaborateurs. Donc on a une cible qui sera déterminée. Un compte rendu donc de la concurrence, parce que donc nous, on en aura déjà fait une avec un benchmark, mais l'idée c'est qu'en la présentant, nous, nos clients, ils viennent l'enrichir, ils viennent dire en fait ce qu'ils en pensent, comment eux justement ils se placent vis-à-vis de la concurrence. Une réflexion du coup autour du positionnement, les valeurs, la promesse et une raison d'être définie. Et donc ça, en fait, la valeur, promesse et raison d'être, je ne sais pas si ça parle au chat, mais donc c'est un peu le golden circle de Simon Sinek, Simon, le what, how et why.
Donc ça, c'est d'ailleurs un des modules qu'on peut présenter pendant ce type d'atelier. Et ça fonctionne bien. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder le YouTube de Simon Sinek et qui fait un TEDx sur le sujet. Voilà. Que j'ai toujours trouvé très bullshit aussi, jusqu'à ce qu'on l'utilise vraiment. Avant, à quoi ça sert son truc et tout, j'arrivais pas à l'appliquer. Et depuis qu'on a mis en place les outils, les méthodes qu'on va voir ensemble, ça c'est assez important. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la deuxième ou troisième slide quand on présente Pilotine, on met raison d'être, valeur, positionnement. En fait, ça reste bullshit tant que tu ne l'as pas vraiment appliqué et que tu ne l'as pas mis en place dans ton entreprise. Mais une fois qu'on l'a mis en place, effectivement, c'est énormément, c'est porteur de valeur, de sens, ça fait plein de trucs. Et c'est aussi intéressant pour l'interne que pour l'externe, pour les clients. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, il y a un autre point très important de ces ateliers, c'est d'avoir vraiment un petit cadeau à la fin, un livrable. Ouais. Et en fait, quand on a tous ces éléments-là et qu'on a tous co-construit en interne et en externe ces éléments-là, en fait, on en est hyper fiers et du coup, on va beaucoup plus se les approprier. Donc exactement. Et ça revient à l'idée que le client se sent aussi vraiment concerné dès le début du projet parce qu'il se dit, les livrables que j'ai, en fait, j'ai participé. Donc ça, c'est super aussi pour la relation client et équipage. Okay. Choucrou vient de mettre en commentaire le lien vers le cercle d'or et on le remettra dans la description sur le replay. Complètement. Ensuite, on a l'atelier UX et arborescence. Donc là, c'est la co-construction en fait donc de l'arborescence du site internet qu'on va faire pour nos clients. Donc en fait, l'objectif ici, ça va être par exemple donc d'élaborer donc le parcours utilisateur. Donc en fonction de la cible. Donc là, justement, c'est en corrélation. Donc soit on a déjà fait l'atelier juste avant avec eux, donc d'identité de marque, ou alors ils ont déjà une cible définie et on se base sur une cible qu'ils nous auront déjà transmise juste avant. Structurer donc une arborescence qui elle aussi va être, comme on dit, SEO friendly. Donc parce que peut-être qu'on aura fait l'atelier SEO juste avant aussi. Et ensuite, donc ça va nous permettre de vraiment prioriser les besoins et les fonctionnalités pour cadrer au mieux le projet. En fait, cet atelier, vraiment, on l'aime beaucoup parce que, comme on avait donc souligné au début, c'est qu'on avait un des premiers problèmes, entre guillemets, et frustrations qu'on a avec nos clients, c'est souvent le cahier des charges. Le cahier des charges, souvent, il n'était pas assez précis au début du projet. Et des fois, le client nous ramenait des fois des choses qui n'étaient pas forcément prévues. J'avais oublié ça. Voilà, exactement. Donc là, grâce en fait à cet atelier, on arrive vraiment à pouvoir voir tout l'éventail de fonctionnalités dont le client aurait besoin. Et en fait, vis-à-vis de la deadline qu'il nous donne, et également aussi du budget, on se permet en fait de pouvoir prioriser et trier toutes les fonctionnalités demandées. Donc ça, c'est génial et ça a pas mal révolutionné, je trouve, tout ce qui est production après voilà, de nos sites, de nos projets. Et ensuite, donc en livrable, on va avoir donc le parcours utilisateur qui sera lui défini, une amorce donc voilà de cahier des charges puisqu'on le co-créera pendant cet atelier, et évidemment donc une arborescence complète. Et là, en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais pouvoir vous montrer une arborescence justement qu'on a pu donc en fait créer donc avec notre outil Octopus. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont habituées déjà peut-être à nos vidéos. Octopus, c'est un outil. Vous avez tous regardé nos 150 derniers webinars parce qu'on l'a montré au moins 10 fois quand même. quand même. Et les fondamentaux du web design, quand même. Mais donc, on utilise donc l'outil Octopus, qui est un super outil donc d'arborescence, et également donc de zoning. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que pendant ces ateliers, on fait une arborescence quand même un peu plus, puisqu'on va aussi décliner tout ce qu'il va y avoir en fait par page. Juste pour remettre un peu de contexte à ça, comme tu le disais, en fait, souvent, les clients viennent déjà avec un cahier des charges. En plus, Samy, en avant-vente, a déjà fait une arborescence, mais qui reste une bonne hypothèse. Et en fait, c'est en fonction des différents ateliers qu'on va faire, forcément, ça fait évoluer l'arborescence. C'est en fonction du positionnement, en fonction des valeurs qu'on veut transmettre, en fonction de la raison d'être, de la stratégie de référencement naturel, de ci, de ça, de ça. Boum, en fait, tous ces éléments viennent perturber, enrichir, perturber. Il y a du positif, il y a du négatif, mais tout ça, il faut le prendre en compte dans l'arborescence. Parce que sinon, à chaque fois qu'on rajoute des éléments, si on ne change pas l'arborescence, à la fin, le site ne correspondra pas à tous les enjeux business, marketing du projet. Donc, c'est important de refaire quand même ce travail-là parce qu'on va le peaufiner. Alors, vu qu'il y a une base, on va gagner du temps. Et une très, très bonne base. Une très bonne base, une excellente base, on va gagner énormément de temps et on va être justement dans la validation, on va compléter ces éléments, donc on va rajouter du texte, on va se dire, voilà, on va mettre tels éléments. Ça va permettre de refaire un beau débrief du projet. Et c'est là toute la clé en fait, de ces ateliers aussi, c'est à la fin, en fait, il y a une succession. Tous ces ateliers, ils sont vraiment une succession, une suite logique. Donc, si vous avez déjà ces éléments,
Bah, en gros, là, on vient de vous détailler ce qu'il fallait mettre. Donc, dans le cadre d'un projet de refonte de site, bah, si vous avez déjà votre raison d'être, cool, matérialisez-la et hop, on aura ces éléments. Si vous avez déjà votre stratégie SEO, cool, matérialisez-la. Et après, c'est là où l'agence conseil qui va vous accompagner ou vous en interne, et ben, vous allez regarder les trous dans la raquette et du coup, formaliser un peu ces éléments-là. Désolé, j'ai perturbé ton truc, mais du coup, ça va permettre vraiment d'avoir toutes ces étapes. Donc, soit vous les avez déjà, et du coup, super, mais formalisez, mettez bien tout ça noir sur blanc, parce que le client qui vient vers nous en nous disant oh non, mais t'inquiète, j'ai tout dans la tête et tout, on se dit bah c'est bien, on va vous aider à le matérialiser quand même, parce que derrière, après, ça peut partir très vite en cacahuète. Donc, du coup, vraiment, toutes ces étapes sont importantes, mais que vous les ayez déjà faites ou que vous les fassiez avec votre prestataire, votre consultant, ça va être important de travailler sur toutes ces étapes-là. Et comme ça, on arrive à une super arborescence. Exactement. Et voilà, donc ce type-là d'arborescence, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on va pouvoir vraiment décliner par page vraiment les besoins qu'ils ont. C'est là aussi qu'on va en fait voir souvent ce qui en découle en fait des ateliers, c'est des versions 1, des versions 2 vis-à-vis en fait de la chronologie du projet. Ça nous permet de nous projeter dans le temps et dans le timing. On va aussi pouvoir déjà parler en fait des fois de plugins que eux ils ont en tête, du nombre de pages, et c'est là aussi qu'on va déjà un petit peu parler aussi des fois de SEO sur du coup en fait les termes qu'on va employer sur telle ou telle page, etc. Donc c'est ce type-là un peu donc de rendu qu'on va avoir, et en fait donc on va avoir une ébauche à l'atelier. Et nous, en fait, justement, dans la restitution, on va repasser en fait par-dessus pour vraiment aller plus dans le détail, rajouter les titres, rajouter des commentaires, voilà. Et on a ce type-là de rendu. Donc cet outil s'appelle Octopus. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Octopus, il y a une version gratuite qui vous permet de faire un site. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on a une arborescence, on voit différentes pages, et après, en fait, ça fait office un peu de ce qu'on appelle zoning aussi. On va regarder un peu, bah voilà, là, on va dire, là, il y a les témoignages, après, il y aura des réassurances, après les 3 derniers articles de blog. On va commencer à détailler un petit peu les types de contenus qu'on a sur le site. Et comme ça, en vrai, quand le projet commence, il y a déjà 80% du boulot qui est fait. Le reste, c'est plus que mettre en musique un peu tout ce qui a été décidé. Donc, vraiment, ça permet d'avoir un gain de temps et d'énergie considérable. Oui, complètement. Voilà. Et d'ailleurs, à chaque fois, je n'ai pas trop parlé des parties prenantes à chaque fois par atelier. L'atelier identité de marque, souvent, donc ça va être 2 DA, donc 2 directeurs artistiques. Atelier UX et Arbo, ça peut être 2 DA qui l'officie, ou alors DA et chef de projet aussi. C'est bien comme ça, le chef de projet, il a un peu l'historique. Exactement, vu qu'en fait, ça va être aussi lui qui va avoir pour rôle donc vraiment le cahier des charges et vraiment la formalisation du cahier des charges. C'est bien qu'il soit aussi là à ce moment-là. Yes. Voilà. Et juste petit retour d'expérience. Combien de temps de préparation pour un atelier identité de marque? Tu as dit une demi-journée pour le faire, mais combien de temps de préparation en amont? Ça dépend. Allez, en moyenne. En moyenne, ça va être 3-4 heures. 3-4 heures, donc à peu près le même temps pour préparer, le même temps pour faire. Exactement. Et combien de temps après pour faire passer l'information au groupe suivant qui va gérer par exemple la partie UX ou le SEO? À chaque fois, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est important là d'en parler de ça, comment est-ce qu'on se passe les informations en interne. À chaque fois, par atelier, comme par exemple quand on a des grands projets, on va avoir beaucoup d'ateliers en prestation. On a à chaque fois une demi-heure ou 1 heure de récap en interne pour présenter ce qu'on a fait dans l'atelier précédent. Et là, ça permet d'avoir vraiment la continuité d'atelier en atelier. Parce en fait, vous pourriez avoir à chaque fois un expert, on va dire. Vous avez le expert SEO qui fait son truc SEO, après le expert Arbo qui fait son truc UX, après l'expert machin. Mais si ces personnes-là ne se parlent pas, ça va être un peu compliqué. Et honnêtement, on a fait au tout début des petites bêtises où il y avait plusieurs intervenants qui venaient et il y avait moins de communication. Et du coup, à la fin, on se disait, c'est bizarre ce truc-là, je ne l'avais pas vu à l'étape d'après. Et puis le client, il ne comprenait plus rien. Donc, très, très important d'avoir vraiment une suite logique. Et malheureusement, une seule personne ne peut pas faire l'intégralité des ateliers parce qu'il ne peut pas être compétent dans tout. Donc, ça nécessite d'avoir ce suivi-là. Donc, nous, on l'a mis en place chez nous. Donc, soit vous avez en gros une personne vraiment couteau multi-suisse, mouton à 5 pattes qui arrive à tout faire dans ce cas-là, et peut-être une personne en interne chez vous, et dans ce cas-là, très bien. Soit, du coup, il faut bien faire les passations entre chaque personne parce que le manque de synchronisation d'un atelier à l'autre, et là, c'est la catastrophe sur le projet. Maintenant. Et ça, on l'a vécu à nos dépens. Donc, du coup, on apprend de nos erreurs. Exactement. On a progressé. Ah beau. Oui.
Et ensuite, donc, on a l'atelier naming. Donc, l'atelier naming, en soi, c'est quand même un atelier qui est plutôt singulier puisque c'est vraiment de la création de marque. Donc, c'est quand même, nous, assez rare. On a eu donc 2 beaux projets qui vont bientôt sortir, dont on ne peut pas encore trop parler. Mais voilà, donc on les a vraiment accompagnés pour de la création de noms. Donc ça, c'est super parce que c'est vraiment de la créativité pure. Et donc là, en fait, ça rejoint un petit peu l'identité de marque, puisque l'idée, c'est vraiment de les connaître au mieux, de définir aussi leur raison d'être pour trouver le nom qui leur correspond au mieux. Et en fait, nous, en livrable, c'est là que la pression est un petit peu présente. C'est quand même, on leur propose donc 3 noms, 3 pistes de noms. Et évidemment, donc là, c'est un peu différent aussi des autres ateliers, c'est qu'il y a quand même un peu une phase de retour et de feedback parce que les 3 premiers noms qu'on leur donne ne sont pas peut-être forcément les bons, bizarrement. Et ensuite, mais l'idée, c'est vraiment leur trouver un peu 3 pistes pour qu'en fait, lequel ils ont le temps un petit peu de les faire tester, d'y penser. Et ensuite, après, on revient à peu près sur ces pistes-là. Voilà. Mais bon, vous voyez, sur la photo, plein de post-it, plein de noms posés sur la feuille au milieu, ça chôme pas, quoi. Non, ça chôme pas du tout, ouais, exactement. Et justement, dans cet atelier naming, ce qui était intéressant, c'est, comme je vous parlais donc du prototypage. Par exemple, donc on a comme client donc un torréfacteur. Et en prototypage, justement, on leur a donc demandé de prototyper leur prochain paquet de café. Et comme je vous disais, donc il ne faut pas se mettre la pression sur le prototypage. C'est qu'en fait, on a vraiment des clients qui n'étaient pas du tout créatifs, enfin pas du tout dans le monde de la création. Et on leur a, en fait, le paquet, c'est pas quelque chose après qu'on va imprimer, qu'on va vraiment mettre en paquet. En fait, c'était donc sur une feuille, un rectangle blanc. On leur disait, imaginez le recto et le verso. Donc, essayez donc de mettre le logo. Qu'est-ce que vous verriez comme baseline, etc. Et donc ça, typiquement, c'est du prototypage. C'est beau. Voilà. Et ils s'étaient très bien débrouillés. Simple, efficace. Exactement. Voilà, donc pour ces 3 exemples un petit peu d'ateliers. Voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions pour qu'on puisse y répondre. Mais quels outils tu utilises, Estelle, s'il te plaît, pour faire des ateliers comme ça? On se demande bien. Donc en fait, on va avoir donc 3 grands outils. On va avoir donc le super outil que j'adore et dont je vais vous parler, donc qui est FigJam, qui est en fait un outil lié à Figma, donc qui est notre outil de création principal et fétiche à Pilotine. On a aussi ensuite donc Notion, Notion qui va être très utile justement pour la passation d'atelier en atelier en interne. Garder une trace, avoir les comptes rendus, tout ça. Exactement. Et ensuite, j'étais obligée de le mettre, mais donc on a justement les fameux post-it, feutres, créativité, tout ça. J'espère que vous appréciez mon super photomontage d'images PNG. On a un beau stock de post-it. Je me suis donnée là, voilà. Et donc Figma, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un concurrent de Adobe XD, un concurrent de Sketch, Photoshop et tout ça. Et c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui sur nos métiers pour ce type pour les boîtes un peu modernes et start-up. Modernes et start-up, voilà, qui utilisent le design thinking. Exactement. Donc Notion, justement. Notion, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Donc, c'est un super outil donc, de gestion et de prise de notes. Encore une fois, c'est très important parce qu'en fait, ça va vraiment nous servir à chaque fois, à chaque atelier, de prendre des notes parce qu'on n'est pas 2 par hasard. En fait, à chaque fois, on va avoir souvent donc, une personne qui va vraiment animer l'atelier. Et ensuite, on va une deuxième qui va être plus là pour prendre des notes et rebondir. C'est un réel travail d'équipe, mais forcément, la personne qui va le plus animer, elle sera moins présente en prise de notes. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est tout le temps 2. Donc, chacun son rôle, un animateur et un secrétaire. Exactement. Après, l'idée, c'est que en co-construction. Voilà. Tout à fait, tu as tout compris. Et donc voilà, on a donc ce type-là d'outils, donc Notion. C'est également donc là, c'est une bibliothèque pour nous en interne parce que c'est là qu'on a aussi donc tout catégorisé dans nos ateliers. En fait, on garde une trace sur un peu en fait tous nos modules qu'on a en fait théorisés et qu'on a donc créés pour qu'en fait, quand on a un besoin client, on puisse aller voir cette bibliothèque et qu'on se dise vis-à-vis du besoin de nos clients, voilà quel module en fait on peut utiliser. Donc ça, c'est un super travail. Et ensuite, donc on a notre super outil, attention, FigJam. Tu me fais une démo? Exactement. Ouais. Donc, FigJam, je vais vous montrer directement. Hop. Attention. Qu'est-ce que FigJam? La modernité. Wow. Tadam. Donc, oui, ce que tu disais, c'est que ça permet aussi de faire du présentiel et de la visio.
Oui, Comme ça, on est flex. exactement, parce qu'on n'a pas que des clients lyonnais, loin de là. Ouais. Donc, des clients qui sont à Bordeaux, Paris, enfin voilà. Ou Saint-Étienne. Ou Saint-Étienne. On peut en fait complètement faire des ateliers à distanciel, en visio. Et justement, FigJam est un outil génial pour justement ce type d'atelier à distanciel, puisqu'en fait, FigJam, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez par exemple les concurrents type justement, il y a Miro par exemple. En fait, c'est donc ça se présente de cette manière-là. Et c'est surtout donc collaboratif. En fait, je peux inviter quiconque à venir me rejoindre en fait avec le share, et en fait, on va avoir une petite souris, comme en fait on le voit ici avec mon écran. On voit par exemple ici là, Andrea, Damien, Gilliane. On va en fait les voir et on va pouvoir travailler sur le même board tous ensemble. L'idée, c'est que en plus c'est ultra, en fait c'est comment dire. C'est très ludique. Souvent, nos clients aiment beaucoup parce que c'est très facile à prendre en main. On va avoir donc tout ce qui est, on va avoir les post-it, donc les fameux post-it, mais qui sont en fait représentés ici. On va avoir les stylos, etc., etc. Et donc nous, en fait, on va sur ce FigJam, on a déjà préparé en fait tous nos modules. Et comme ça, en fait, nos clients, et on leur passe ce lien-là et ils vont directement travailler sur ce FigJam-là. Par exemple, sur le module 1, c'était quoi? Avez-vous la même vision? Voilà, donc ça, c'est le brainstorming pour comprendre ce que l'entreprise est, justement un peu leurs valeurs, etc. Où est-ce qu'ils se voient dans le futur. Et en fait, nous, notre méthodologie, c'est d'avoir déjà une trousse à outils. Nous, on appelait ça comme ça, la petite trousse à outils, des choses un petit peu déjà faites pour un peu guider en fait nos clients. Donc, par exemple, ici, on va avoir déjà des mots qui sont inscrits. Comme ça, ils ont juste à les prendre et à les placer après où est-ce qu'ils souhaitent les mettre. Comme ça, voilà. Ou alors, on va avoir leurs propres mots qu'ils peuvent directement écrire, ils peuvent taper, ils font un peu leur popote, comme on dit. Et après, vu qu'on fait à chaque fois un travail par chaque module, on fait un travail après de feedback où il y a une présentation, et ben ils peuvent directement réagir avec un peu ce type-là de stickers en disant je suis carrément d'accord avec cette idée. Bon, là, ça mérite encore un peu réflexion, ou alors non, là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Voilà. Donc, c'est ce type-là de trousse à outils. Et celle aussi qui est beaucoup appréciée, c'est pour nos personas. Souvent, les personas, ce qui est bien, c'est de l'accompagner un peu d'un visage. Donc, nous, en fait, on leur a déjà mis à disposition plein de photos de plein de personnes, tout âge. Et c'est à eux, après, quand ils se mettent d'accord sur un persona, ils n'ont qu'à la mettre ici et directement, ça rajoute un petit truc. Et là, vous avez mis des jauges, tout ça. Donc, effectivement, vous avez déjà fait pas mal de bases, ce qui permet de gagner énormément de temps. Et nous, par exemple, quand on a bossé sur le sujet de Pilotine, maintenant, grâce à FigJam, on a notre board avec notre vision partagée, notre raison d'être, nos personas, on a tout. Du coup, ça fait une super trace, un super livrable qu'on va pouvoir utiliser. Et du coup, voilà, ça met tout le monde d'accord, quoi. Donc, c'est bien. Exactement. Voilà. Et ensuite, en dernier outil, finalement, donc c'est les papiers, stylos, et j'ai mis l'imagination. À l'ancienne. À l'ancienne, exactement. Mais finalement, c'est souvent ce qui est un peu le plus apprécié. Parce qu'en fait, comme je l'ai mis, il y a un côté un peu régressif. C'est un nouveau mot à la mode, ça aussi, régressif. Tout le monde l'utilise. Mais du coup, il y a un truc, voilà, nos clients souvent aiment bien se ramener dans les feutres, le papier, les ciseaux, le découpage. On aime bien, ça rend quelque chose vraiment de très convivial. Donc ça, c'est en présentiel. Mais voilà, et en plus il y a vraiment ce truc de tout le monde en fait va participer. Et aussi c'est important, c'est un petit détail, mais les post-it c'est bien qu'ils soient de plein de couleurs différentes, parce que comme je le mets aussi, il y a un code couleur, après aussi quelque chose un peu de mémotechnique. Quand on a un mur rempli, et ben c'est bien aussi de penser à catégoriser via couleur, etc. pour qu'après en fait on ait vraiment une map colorée et compréhensible, voilà, pour tout le monde. Top. Voilà. Et puis du coup, on terminait par le papier, le stylo, imagination. Eh ben, parfait. Parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Alors, moi, j'en ai quelques-unes pour toi. Donc, par rapport aux enjeux dont on avait parlé au début, donc c'est-à-dire éviter les quiproquos, tout ça, est-ce que tous ces outils correspondent aujourd'hui? Est-ce que tu penses que même chez nous, il y a encore des steps d'après? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit encore améliorer? C'est quoi un peu ta vision du design thinking aujourd'hui? Parce que ça répondait à notre premier besoin qui était d'enlever tous les quiproquos sur les projets. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce qu'il y a encore d'ailleurs des trucs qui traînent, et quelle est ta vision de ça plus tard?
Alors, en soi, on s'est déjà, vu qu'on l'a vraiment mis en place, un de nos premiers clients, et ça doit dater vraiment de 1 an, on a vraiment mis en place cette méthode. Déjà, en 1 an, il y a eu énormément de progression. Ouais. Il y a, je trouve que quand même là, on se débrouille quand même, on se débrouille quand même très, très bien. On peut encore, je pense, aller encore plus loin dans justement, les modules. Je pense qu'on peut encore en trouver d'autres pour des fois répondre à des besoins encore plus précis. Bon, d'ailleurs, je crois on a des idées de modules Voilà. toutes les semaines et Oui. du coup, on vient enrichir un peu le catalogue. Ouais. Exactement, c'est ça. Parce que justement, l'idée, c'est d'être encore plus dans le sur-mesure vis-à-vis de chaque besoin. Également, je pense qu'on aurait encore, oui, plein de choses. Enfin, on peut, en termes aussi donc, de comment est-ce qu'on se fait passer chaque information, etc. Et aussi, là, après, ce serait trop beau, mais qu'on ait aussi en fait encore plus de temps vis-à-vis de nos clients. Parce que là, on essaye de faire, en fait, de faire chaque atelier qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait que ça dure des fois une journée complète ou voilà, que ce soit en plusieurs parties. Très bien. Bah, le message est passé. Donc, du coup, non, mais en vrai, avant, en fait, même moi, en avant-vente, d'un point de vue commerce, je me disais, mais c'est compliqué de vendre ça parce que c'est du temps qu'on va passer et on va être dans l'échange, dans la co-construction. On peut se dire, ça vaut peut-être pas grand-chose. Sauf qu'en fait, bah, on voit que plus on passe de temps en amont sur le projet de nos clients, bah, plus le client, au final, est satisfait derrière, plus le projet se passe bien. Enfin, genre, tout le monde est content. C'est le cercle vertueux idéal, quoi. Et comme tu le dis, aujourd'hui, bah, voilà, on arrive quand même à être sur ces ateliers d'une demi-journée. On a de plus en plus de clients où on est sur à peu près 5-6 jours au total quand on cumule tous ces ateliers-là. Donc, ça commence à être pas mal. Mais en fait, plus on passe de temps en amont, mieux c'est. Alors forcément, bah, il y a une certaine cible qui va pouvoir répondre à ça. Donc, plus la boîte est grosse, plus elle peut se permettre en général d'investir là-dedans. Mais même pour ceux qui sont 1, 2, 3, même pour ceux qui sont une dizaine, une vingtaine, sachez que plus vous allez passer du temps avec votre prestataire sur le projet, et ben meilleure sera votre satisfaction sur le projet, votre rentabilité derrière, votre retour sur investissement. Donc, vraiment à creuser. Donc, c'est pour ça que même nous, il y a certains projets où on voit que nos clients sont peut-être petits, n'ont pas forcément des moyens illimités. Ben, ce qu'on creuse avec eux, c'est de dire, bah, on essaie de caler le minimum d'ateliers, mais des fois en disant juste, vous engagez même pas sur le site. Déjà, commençons par les ateliers. Il y en a un, on est en train de faire en ce moment qui se passe super bien. On a attaqué avec le petit atelier. Il a vu que ça marchait bien. Ça a permis d'améliorer son projet, de voir un peu plus où il allait, tout ça. Et du coup, maintenant, il co-construit un petit peu avec nous, même son projet. Il le fait étape par étape. Et c'est vraiment, il valide un premier truc. Après, il s'engage sur un deuxième, un troisième. Ce qui permet aussi des fois de pas tout de suite mettre 20-30 000 balles dans un projet, mais de se dire, je commence tout petit. Et puis, j'essaye de voir un peu, je fais en marchant. Et après, ça permet de faire grandir tout ça. Mais comme tu le dis, hein, les projets où on passe le plus de temps, bah, bizarrement, c'est ceux où il se passe le mieux. Donc, à creuser. Complètement. Donc, du coup, soit, comme je vous l'avais dit, vous avez le temps de le faire en amont et de structurer tous ces éléments-là. D'ailleurs, si on se refait la liste un petit peu de quels sont les prérequis pour que ça se passe très bien pour un projet, un peu, quels sont tous les livrables qui devraient soit nous donner en amont, soit qu'on va devoir co-construire avec. Quel résumé on pourrait faire? Très, très bonne question. Alors, on va avoir justement alors attention, on va avoir le positionnement en fait de l'entreprise. Ça va être connaître en fait ses valeurs, connaître sa cible. Donc, raison d'être, cible, valeur, positionnement. Voilà, exactement. C'est en fait ce qu'on appelle une plateforme de marque. Que nous aussi, d'ailleurs, on peut faire, hein, finalement. Voilà. Donc, une plateforme de marque. En 2. Charte graphique. Charte graphique. Bonne charte graphique. Très important, d'ailleurs, parce que souvent, on a des clients qui viennent nous voir en disant vous inquiétez pas, on a déjà une charte graphique. Au final, ils ont un logo, 2-3 couleurs, ou ils ont un truc qui date de Mathusalem et ils nous disent vas-y, allez, en fait, on préfère que vous nous la challengiez. Donc ça, c'est bien de le savoir dès le début si votre charte graphique, elle vous convient et du coup, on la respecte ou si finalement, il faut carrément la faire évoluer parce que c'est un vrai travail quand même de faire une charte graphique. Exactement. Donc en 2, une bonne charte graphique. Une bonne charte graphique. En soi, une amorce de cahier des charges. Voilà, savoir pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Donc, soit vous la faites tout seul, soit vous la construisez, mais cahier des charges. Un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a la stratégie SEO. Oui, la stratégie SEO. On a l'arborescence et toute l'organisation du contenu. Oui, après ça, c'est très rare quand même que nos clients aient déjà une arborescence. Oui. Arborescence, donc cible, j'ai déjà dit. Je pense qu'on est pas mal. Et on est déjà pas mal. On est pas mal. Si vous avez déjà tout ça,
On est pas mal et on peut faire un super projet. Donc, soit vous les avez déjà en amont, soit vous vous faites accompagner par quelqu'un pour les créer, mais tous ces sujets-là sont extrêmement importants, effectivement. Après, on peut rajouter la stratégie marketing, la stratégie commerciale, tous ces trucs-là qui sont plutôt de votre ressort. Nous, en général, on n'intervient pas là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'on interviendra demain? J'en sais strictement rien, mais plus on a ces éléments, plus on a ces ressources, plus le projet sera qualitatif parce qu'on va pouvoir l'adapter justement à tous vos objectifs. Voilà. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup Estelle Merci à toi. tous tes retours d'expérience, toute ton expertise. C'était vraiment top. Si jamais vous avez encore une dernière question, avec plaisir pour y répondre. Sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une agréable journée. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit coucou avant de partir. Et puis, on a 2 webinars qui sont encore programmés. Je suis en train de regarder, d'ouvrir la page. Alors, on en a un, je crois, qui est dans 14 jours, qui est la structuration des pôles d'une agence. Si vous voulez savoir un petit peu comment est structurée une agence web, eh bien, on pourra vous montrer ça dans 14 jours exactement. Entre la gestion de projet, le design, le dev, machin, l'avant-vente, le marketing, comment s'organiser, structurer une agence web. Et dans 28 jours, on aura Google Analytics 4, plus que 2 mois pour être conforme. Donc, ce sera le 16 mai à 11 h. Donc, si vous voulez passer à GA4 ou si vous avez d'autres questions sur tous les systèmes de statistiques qui existent, est-ce que c'est RGPD, PRGPD, je ne sais pas quoi, on vous indiquera tout ça aussi. Je vous ai mis les liens directement dans le chat. Encore un grand merci Estelle. Merci à toi et merci à tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, Salut. ciao.